13h-15h, Europe 1 Info. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous, Clélie Mathias. Il est 14h33, le moment d'accueillir votre deuxième invité, le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. On va commencer, évidemment, j'allais dire, par les prix à la pompe. Alors, pour l'instant, les prix du baril de Brent baissent. Mais évidemment, avant que cela se ressente pour les Français, Pour le yo-yo, on va dire un peu. Ouais. Voilà, il va falloir attendre quelques jours. Le gouvernement, bien sûr, s'est emparé du sujet. Écoutez, Maud Bréjon, la porte-parole, qui était ce matin au Conseil des ministres. Ce conflit, tout état de cause, se prolonge, que les prix restent à des niveaux très élevés. Et donc que la situation devient de plus en plus problématique pour un certain nombre de Français. De ce fait, et le Premier ministre l'a mentionné ce matin, le cap ne changera pas, être aux côtés des Français qui travaillent et de manière ciblée. En revanche, l'ampleur des Français aidés doit probablement être réinterrogée. Oui. Donc ça veut dire quoi? Un changement d'échelle? On va élargir les secteurs qui vont être concernés par les aides? Ça veut dire qu'on garde la même ligne qui est d'aider en priorité les Français qui travaillent, qui ont le plus besoin d'utiliser leur voiture au quotidien et pour lesquels l'impact se fait le plus ressentir et le plus douloureux. Vous avez vu qu'il y a eu une première série de mesures en faveur du monde agricole, en faveur des transporteurs, notamment en faveur des pêcheurs aussi, puisque certains bateaux n'avaient même plus intérêt à sortir au regard du coût des carburants pour utiliser les bateaux, et que ce que nous regardons aujourd'hui, c'est d'autres professions. Et par exemple, les infirmières libérales, par exemple. Qui, effectivement, vous pouvez citer des infirmières libérales. Il y a un dialogue qui a lieu entre Philippe Tabarot, le ministre des Transports, et les taxis, parce qu'effectivement, les taxis sont quand même dans leur véhicule toute la journée. C'est la base de leur métier. Je ne veux pas m'avancer parce que c'est le Premier ministre qui rendra ces arbitrages. Donc, ce que nous disons là, ce sont des exemples, effectivement, d'un certain nombre de professions. Je crois qu'il est important qu'on garde cette ligne. Le système d'arrosage un peu automatique où on distribue des milliards, je crois, est vraiment derrière nous. Le Premier ministre a fait un choix qui est de dire il faut cibler ceux qui travaillent, ceux qui ont vraiment besoin et ceux qui sont dans le plus dans les difficultés. Et donc, le gouvernement, il répond à cette demande-là. Mais ça a été fait dans certains pays, chez nos voisins, en tout cas, italiens, allemands. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur de financer exactement de la même manière quelqu'un qui n'a pas forcément spécialement besoin d'utiliser sa voiture et qui pourrait éventuellement faire l'effort de moins l'utiliser ou de ne pas l'utiliser au regard d'une situation qui est grave. Parce que parfois, on a un peu tendance à oublier, parce qu'on est ici, on est en France, dans un pays en paix, mais que ce dont on parle, c'est une situation extrêmement grave qui s'appelle une guerre, où je vous rappelle que nous avons certains de nos compatriotes, et nous l'avons tous déploré, qui sont morts, des soldats français qui sont morts au Moyen-Orient ces derniers temps. Donc c'est grave. Et quand c'est grave, on essaie de trouver les solutions qui sont le mieux adaptées. Et donc, financer absolument tout le monde, y compris quelqu'un qui se sert de sa voiture pour ses loisirs, ne me semble pas être la bonne mesure. La mesure que nous prenons, c'est les gens qui ont besoin de leur voiture, qui ne peuvent pas faire autrement, et qui doivent être aidés pour pouvoir continuer à travailler. Ça, c'est juste. Payer tout le monde, ça ne me semble pas juste. Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie. Parallèlement, il y a bien sûr Total Énergie et les distributeurs de carburant, parce qu'ils ne sont pas les seuls, bien sûr, qui, eux, font des profits, des surprofits même, puisqu'il y a cette crise pétrolière. Ça s'entend, ça se comprend, c'est la logique industrielle. Mais est-ce que, et comme le gouvernement l'a dit, est-ce que Total Énergie aide suffisamment les Français? Total Énergie, en ce moment, vend de l'essence à perte. Puisque en plafonnant les prix, parce que vous savez que dans l'essence, et merci pour votre admission, on peut prendre un peu le temps d'expliquer les choses. Total extrait du pétrole, c'est le raffiné, et ensuite un réseau de distribution. Bien. Donc sur le réseau de distribution, aujourd'hui, au regard de ce que sont les cours du pétrole, en plafonnant les prix de l'essence à 2 €, Total perd de l'argent en vendant cette essence sur la partie distribution. Donc, moi, je n'aime pas du tout le Total bashing. On a vu une conjonction des deux extrêmes, parce que et LFI et maintenant le Rassemblement national trouverait ça super d'aller taxer Total. Moi, je dis juste quand même que,
Nous, on a un discours extrêmement serré avec Total, en disant que c'est une entreprise française importante. Je crois que les Français en sont plutôt fiers d'avoir des grandes entreprises comme celle-là. En tout cas, moi, en tant que ministre de l'Industrie, je crois qu'on est fiers d'avoir des grandes entreprises. Que faire des profits, c'est pas un gros mot non plus. Faire des profits, ça permet de réinvestir derrière, ça permet de payer des gens. Les entreprises, on m'invite plus souvent d'habitude pour parler d'entreprises qui font des déficits et qui vont fermer qu'une entreprise qui fait des profits. Donc, c'est pas non plus un gros mot. Le but du jeu, bien évidemment, c'est de voir comment ces profits ils peuvent être utilisés pour en faire bénéficier les Français. C'est toute la logique qui est la nôtre. Vous savez, la taxation, comme réponse éternelle au problème du pays, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Mais monsieur le ministre, là, Total Énergie donc plafonne ses prix, il le fait depuis le début. Ouais. Sébastien Lecornu, au vu de la longueur de cette guerre, pour l'instant, peut-être qu'elle se terminera dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, elle se poursuit. Est-ce que ce plafonnement est-il aussi généreux que Sébastien Lecornu le demande ? C'était ces mots, il demandait un plafonnement généreux. Un plafonnement généreux, c'est un plafonnement qui permet à l'entreprise quand même d'assumer des pertes tout en continuant à avoir son activité. Donc on a là autour de 20 centimes d'aide qui est apportée par Total sur le prix de l'essence, qui correspondent d'ailleurs au niveau des aides que nous apportons. Vous avez remarqué que le niveau moyen des aides que l'on apporte est autour de 20 centimes. Si Total peut faire mieux, bien évidemment que le gouvernement peut inciter Total et demander à Total il peut inciter, de faire demander, encore mieux. mais il peut Oui, parce qu'on n'est pas en forcer, URSS, voilà. ou on n'est pas en Chine. Mais il y a une certaine Et moi, je suis impuissance quand même heureux du qu'on gouvernement. soit pas. C'est pas une question d'impuissance, madame. C'est quel système économique on veut. Moi, je veux bien. Mais dans ce cas-là, invitez Mathilde Panot qui va vous expliquer qu'il faut nationaliser toute l'économie française. Moi, j'étais au banc à l'Assemblée nationale. Je me suis opposé à la nationalisation d'ArcelorMittal, comme je m'opposerais à la nationalisation de Total, pour une raison assez simple. C'est que vous nationalisez les activités qui sont en France, c'est-à-dire la distribution, puis vous laissez tout le reste à l'extérieur, et qui sont les endroits où, en fait, Total fait des bénéfices. Donc, ça n'aurait aucun intérêt, ni pour nos concitoyens, ni pour l'État au passage, qui ferait une très mauvaise opération, puisqu'on ne nationaliserait que des pertes. Donc moi, je ne crois pas du tout à ça. Je suis un homme de droite. Je pense que c'est pas mal d'avoir un peu des clivages dans la société, de droite ouverte, mais je suis un homme de droite et je ne suis pas pour une économie administrée où dès qu'il y a un problème, on veut nationaliser toutes les entreprises. Je rappelle aussi que Total, par exemple, c'est plus de 2000 chercheurs en France, notamment à Pau. Pas à Paris, mais à Pau. Alors, il se trouve que c'est la ville de l'ancien Premier ministre, oui, peut-être, mais à Pau, vous avez plus de 2000 chercheurs de Total qui, depuis Pau, en France, font de la recherche. Et si Total fait des bénéfices, c'est aussi comme ça qu'elle peut financer sa recherche. Mais en attendant, c'est dur pour les Français. Là. Mais en attendant, bien évidemment que c'est dur pour les Français. Et d'ailleurs, le gouvernement a pris des décisions, je ne vais pas revenir sur les aides qui sont apportées, qu'on essaie de faire les plus justes. Et je pense, très honnêtement, que les Français comprennent ça. Il y a la démagogie d'un côté, qui consiste à dire il n'y a qu'à baisser la TVA, 16 milliards d'euros, très bien. 16 milliards d'euros, très bien. Qu'on finance, on ne sait pas comment, parce que je ne vois pas encore comment le Rassemblement national le finance. Et puis, il y a des mesures qui sont, à mon avis, comprises par les Français. Monsieur le ministre, vous étiez hier en déplacement, je crois, avec le ministre de l'économie, Roland Lescure. Vous étiez en déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques sur le site de la société Carester, qui est une start-up qui construit une usine de recyclage d'aimants permanents et de raffinage de terres rares. Alors, vous allez nous expliquer tout ça pour expliquer le contexte. C'est-à-dire que là, on le voit, on est très dépendant du pétrole, des hydrocarbures, des carburants. On le comprend, on le sait. L'objectif du gouvernement, c'était aussi d'aller vers plus d'électrification. Et ça peut créer d'autres dépendances, notamment vis-à-vis de ces terres rares qui nous sont très utiles pour l'électrique. Écoutez, parce qu'il est très pédagogue, Michel Chevalet, qu'on connaît bien, journaliste scientifique, il était sur CNews, il a souligné l'importance pour la France de réduire cette dépendance aux terres rares. Numéro 1, la Chine. Numéro 2, le Brésil. Numéro 3, l'Inde. La Birmanie. Et puis, me direz-vous, et l'Europe? Et l'Europe, on se réveille, on est à la traîne. Mais on en a dans le Massif central, on en a un truc. Et donc là, d'où l'objet. Eh bien, c'est si je peux pas ouvrir de mine, ça va être très long. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer le recyclage. C'est-à-dire, on commence à recycler les téléphones, on commence à recycler les moteurs électriques pour pouvoir extraire quelques pouillas, quelques grammes de métaux rares. Mais c'est indispensable. Sébastien Martin, est-ce qu'il a bien résumé l'enjeu? Très très bien. D'abord, je vais préciser une chose. Les terres rares, à quoi ça sert?
Parce qu'on dit tout le temps, les terres rares, c'est pour les batteries des voitures électriques. C'est complètement faux. Les terres rares, ça sert à faire des moteurs électriques. Les terres rares, ça sert à faire ce qu'on appelle des aimants permanents, c'est-à-dire des aimants assez puissants, et qui vont faire tourner un moteur. Vous savez comment ça marche quand vous avez deux aimants, si vous les mettez en face, ils se repoussent et donc ça fait tourner un moteur. Donc on va le trouver dans le moteur électrique d'une voiture, on va le trouver aussi dans le moteur d'une éolienne ou dans tout moteur finalement qui est un moteur électrique. Donc les terres rares, ça sert à ça. Ça ne sert pas à faire les batteries. Les batteries sont faites à partir de métaux. On va utiliser du fer, on va utiliser plein d'autres métaux pour faire les batteries. Je tenais à faire cette précision parce que souvent il y a un mélange dans les deux. Ensuite, Michel Chevalet, il explique très bien une chose. Oui, en France, on n'a pas de mine de terres rares. Donc on est dépendant, là, on a une dépendance. Mais comme nous n'avons pas non plus de mine d'uranium. Mais par contre, nous sécurisons notre approvisionnement en uranium. Et ce que l'on fait aujourd'hui avec les terres rares, c'est que, et ce qu'on a dévoilé hier avec Roland Lescure, c'est aussi apporter plus de garanties pour sécuriser nos approvisionnements, c'est-à-dire diversifier les pays dans lesquels nous allons chercher des terres rares. Aujourd'hui, une fois que vous avez des terres rares brutes, il faut les transformer, ce qu'on appelle le raffinage. Bon. Le raffinage, c'est ce qui va être fait par Carester, c'est-à-dire vous prenez des terres rares et ensuite vous allez en faire un produit qui, raffiné, va pouvoir être utilisé pour faire ces fameux aimants qui vont être nécessaires. Donc notre stratégie, c'est laquelle? C'est de dire, on sécurise des sources d'approvisionnement en apportant des garanties d'État pour avoir des sources d'approvisionnement plus diverses. Ensuite, on sécurise le volet transformation. L'usine de Carester, hier, c'est quoi? C'est une usine qui va transformer à la fois des terres rares à l'état brut et aussi des terres rares en les extrayant d'anciens aimants et en les recyclant et en produisant ensuite une forme de poudre, si vous voulez, de terres rares qui permet de faire des aimants. Ces aimants, nous avons un troisième outil industriel qui est par exemple à Grenoble, une entreprise qui s'appelle Magrisource, qui est aussi soutenue par le gouvernement français, qui va produire ces aimants permanents. Et ensuite, on va pouvoir produire ces moteurs électriques. Et ça, on sera compétitif par rapport notamment aux Chinois? On sera compétitif par rapport aux Chinois parce que finalement, la technologie, si vous voulez, c'est pas une technologie complètement dingue. C'est des choses d'ailleurs, c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est qu'il y a aussi un autre site qui est du côté de La Rochelle, qui depuis des années d'ailleurs en fait, et pendant des années on a fait des quantités extrêmement impressionnantes, sauf qu'à un moment on s'est dit, bon, tout ça, laissons-le faire par d'autres, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et puis aujourd'hui on se rend compte que les autres, ils ont la main mise, ils ont un monopole. Donc on sort de ce monopole et on retrouve de la souveraineté et de l'indépendance en maîtrisant la production de terres rares. Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Amazon qui renforce sa présence en France, c'est une bonne nouvelle? Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que Amazon investisse en France, contrairement à certains qui disent que la France n'attire plus d'investisseurs. Si, on attire des investisseurs. Eh bien, on continue d'en parler dans un instant sur Europe 1. Il est 3h moins quart, vous écoutez Clélie Mathias. Excellent après-midi sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. Merci de nous rejoindre, vous êtes bien sur Europe 1 et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent avec vous, Clélie Mathias, et votre invité, le ministre délégué chargé de l'industrie, Sébastien Martin. Monsieur le ministre, on va parler dans un instant d'Amazon juste avant, puisque les chiffres sont tombés ce matin et qu'ils vous concernent. La production industrielle de la France a rebondi au mois de mars, augmenté de 1% dans l'ensemble de l'industrie, après moins 0,9% le mois précédent, notamment tiré par une augmentation de la production manufacturière. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est toujours mieux quand c'est en hausse. Mais voilà, alors qu'il y a un contexte géopolitique pour le moins incertain, qu'est-ce qui tire cette production industrielle ? Qu'est-ce qui tire cette production industrielle? C'est des secteurs industriels très dynamiques. Vous avez par exemple le secteur des transports, des véhicules de transport, par exemple le train. J'étais il n'y a pas longtemps chez Alstom à Belfort. Alstom à Belfort qui fait la nouvelle génération de TGV, qui vend des locomotives à l'Ukraine. Vous avez tous les secteurs de l'énergie, l'industrie du nucléaire notamment, qui a une dynamique très très forte. Vous avez le militaire aussi, qui tire cette industrie. Et puis, on voit des choses qui peuvent paraître un peu surprenantes, comme dans la sidérurgie, mais ça, on pourra y revenir. La sidérurgie, l'Europe, et sur l'initiative de la France, a décidé de se doter de mesures de protection commerciale, c'est-à-dire des mesures de droits de douane sur l'acier importé d'Asie qui vont être mises en œuvre au 1er juillet, mais qui, on voit déjà les premiers effets. Et donc, on voit aussi les effets. Et puis, je vais vous dire une chose. Depuis 2020, et la crise du Covid, tous les jours, on nous explique que l'économie française va sombrer. Parce qu'une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Fait beaucoup parler. Et moi, je vois, depuis 2020, le chômage a plutôt baissé. On a recréé des usines dans ce pays.
Et cette année a été une année difficile. Et malgré ça, on a un solde positif d'ouverture d'usines sur le territoire national. Parce que finalement, ce pays dispose en lui, je trouve, d'un certain nombre de ressources qui lui permettent de rebondir. Mais justement, vous nous avez cité le nucléaire, le train, l'énergie. Est-ce que ce sont des secteurs qui tirent profit finalement de la crise au Moyen-Orient? Non. C'était déjà le cas avant, structurellement. Enfin, en tout cas, depuis un certain nombre de mois, ce sont des secteurs qui sont extrêmement dynamiques. Après, la crise au Moyen-Orient, elle montre encore une fois, après la crise du Covid, après la crise ukrainienne, et cette nouvelle crise, elle montre une nouvelle fois qu'il faut avoir une stratégie industrielle de sortie des dépendances. Ce qu'on fait hier sur les terres rares, c'est exactement ça. Le plan d'électrification, c'est exactement ça. Investir dans la chimie et les médicaments pour avoir moins de dépendance, c'est exactement ça. C'est long, c'est difficile, parce que vous avez toujours des gens pour vous expliquer que c'est mieux d'aller acheter en Chine parce que c'est moins cher et qu'il n'y a qu'à continuer comme avant. Mais au final, sur le long terme, ça ne paye pas. Pour autant, la production baisse dans la construction, par exemple. Oui, Donc, il y a des secteurs le secteur de la construction et de l'immobilier a du mal à redémarrer, même si les premiers chiffres qui ont été annoncés par le Premier ministre il y a quelques jours vont à nouveau dans le bon sens, avec un nombre de délivrances de permis de construire qui est en hausse. Mais on voit bien que c'est un peu plus long à redémarrer dans certains secteurs. Je ne vous dis pas que tout va bien. Je suis très bien placé pour voir qu'il y a aussi des entreprises qui souffrent, qu'il y a aussi des difficultés, que l'automobile est loin d'être sortie d'affaires et que donc c'est compliqué, je le sais bien. Et même dans la sidérurgie, je vous ai parlé de l'acier, c'est encore difficile. Il y a encore des secteurs qui sont difficiles. On a une concurrence asiatique qui est extrêmement dure, qui nous envahit avec trop de produits parce que leur marché intérieur est moins dynamique, parce que les États-Unis se sont fermés, donc le surplus vient chez nous en Europe à des prix qui sont cassés. Mais pour autant, nous avons des savoir-faire, nous avons des secteurs industriels qui sont assez leaders, et même des leaders mondiaux, notamment le nucléaire, l'armement, les transports, le luxe, et j'en passe. Et donc ces secteurs-là continuent à attirer notre pays. Je voudrais vous faire écouter Franck Menonville, sénateur de la Meuse, qui est venu présenter, c'était ce matin sur RTL, un rapport sur le Made in France. Et il alerte sur le niveau inquiétant de désindustrialisation en France. Notre rapport démontre quand même un niveau de désindustrialisation en France trop important. On est aujourd'hui à moins de 10% d'industrie dans le PIB. Donc, bien évidemment, quand on ne produit pas suffisamment, on ne peut pas faire consommer et produire toute la dimension de produits Made in France à la portée de nos consommateurs. Sébastien Martin, puisque vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie, qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'est-ce que vous dites face à cette situation quand même? Ces chiffres sont vrais. Le constat qu'il pose est vrai. Quelle est la situation si on regarde les choses un petit peu sur un temps long? D'abord, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que notre pays a besoin d'avoir une industrie. Je rappelle qu'il y a quelques années en arrière, un certain industriel patron d'Alcatel qui s'appelait M. Turruc expliquait que c'était pas grave si la France n'avait plus d'usine. C'était pas les politiques qui l'avaient dit à l'époque, c'était un industriel qui l'avait dit. Ce constat et cette remarque, chacun s'est rendu compte que c'était une erreur et ça nous a sauté au visage au moment du Covid, où on s'est rendu compte d'un certain nombre de dépendances et qu'il fallait à nouveau produire et fabriquer en France. On a eu un mouvement depuis les années 70 de désindustrialisation massive. La dernière décennie qui a été la plus terrible, c'est 2005-2015. On a détruit 1 million d'emplois industriels dans ce pays. Aujourd'hui, on a un peu en dessous de 3 millions d'emplois industriels. Mais ce qui est important, c'est que entre 2018 et 2024, nous avons inversé cette tendance. On a recréé dans ce pays 180 000 emplois industriels. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup par rapport à 1 million qui a été détruit. Mais nous avons arrêté cette saignée de désindustrialisation qui était amorcée depuis des années. Nous avons arrêté une idée reçue qui était de dire c'est pas grave, on va continuer à avoir des usines en Chine et puis ici on va avoir que les bureaux d'études. Ça, c'est derrière nous. Et on va pas s'en relever comme ça du jour au lendemain. Et là, la question, moi je déteste tous ces discours aujourd'hui qui disent tout est foutu, les usines c'est pas pour la France, vous faites pas ce qu'il faut, patati patata. Parce que quel est le message qu'on veut envoyer aussi pour pouvoir avoir de l'industrie demain? Il faut aussi dire à nos jeunes que oui, l'industrie est un secteur d'avenir. Et que nous avons eu des années extrêmement positives. Je le dis encore, cette année en 2025, on garde un solde positif d'ouverture d'usines. Donc, essayons de regarder la réalité en face. Il y a des secteurs industriels qui souffrent, il faut les protéger, il faut les accompagner. Et on a une industrie qui est là et que l'on veut continuer à développer sur notre pays. Et pour ça, on a aussi besoin des jeunes et de leur montrer que c'est un mouvement de long terme
et que ce stop sur la désindustrialisation, même cette légère reprise, c'est avec eux qu'on va le faire. Est-ce qu'on a aussi besoin des Américains ? Je vous dis ça à cause d'Amazon, Sébastien Martin, puisque le géant de l'e-commerce a annoncé renforcer sa présence en France en investissant 15 milliards d'euros sur 3 ans. Il est censé créer 7000 emplois en CDI, 4 centres de distribution vont émerger. Alors, il y a en Eure-et-Loire, je crois, dans l'Oise, dans le Rhône et dans le Haut-Rhin. Exactement. 4 sites. Vous vous en félicitez ? Moi, je préfère, si vous voulez, déjà que nous ayons toujours des Américains, des investisseurs qui se disent que la France est attractive. Je rappelle d'ailleurs que pour la 6e année consécutive, la France est le pays qui attire le plus d'investissements étrangers en Europe. Deuxièmement, Amazon, je ne sais pas si je dois les mettre exactement dans la même catégorie que Chine et les autres. J'allais y venir sur la concurrence chinoise. Amazon est présent en France depuis un certain nombre d'années et ont un comportement qui est assez différent. Et moi, je préfère avoir ces implantations et avoir ces 7000 emplois chez nous qu'ailleurs. Écoutez justement Jean-Baptiste Thomas, il est directeur général d'Amazon France et il a confirmé cet investissement sur RTL ce matin. Je suis très fier de porter cet engagement qui est le plus important en France, un pays dans lequel on est depuis 26 ans maintenant. 15 milliards d'euros d'investissement sur les 3 prochaines années. On va ouvrir 4 nouveaux entrepôts, 7000 CDI à la clé. Ce qui est intéressant, je pense, à savoir chez Amazon, c'est qu'on recrute sur le potentiel. Et en fait, vous n'avez pas besoin de diplôme, pas besoin même de CV. On travaille très étroitement avec France Travail pour aider à la réinsertion professionnelle. Et après, vous pouvez évoluer chez Amazon. Il faut savoir que 75% des managers chez Amazon ont commencé comme préparateurs de commandes. Et un géant de l'e-commerce français, alors ? Un géant de l'e-commerce, pourquoi pas ? Moi, je suis ministre de l'Industrie. Alors, autant je ne vais pas tirer sur Amazon et que si Amazon décide d'investir en France, dans des secteurs ou dans des territoires parfois où, en plus, c'est une source de création d'emplois parce qu'il n'y a pas forcément de dynamique industrielle particulière et que Amazon investisse. Des gens qui travaillent chez Amazon sont dans des conditions de travail qui sont tout à fait respectables et j'ai pas de problème par rapport à ça. Moi, je préfère quand même me battre, pour tout vous dire, plutôt que d'avoir des entrepôts Amazon, pour avoir des usines. Quand j'étais hier à Lac, quand on va dans l'Ain ouvrir une usine de frein carbone pour l'aéronautique, quand chez moi à Chalon-sur-Saône, je vais ouvrir à la fin de l'année une usine de pompe à chaleur qui va recruter 300 personnes et être dans l'industrie, c'est mieux. Mais il y a aussi le secteur logistique. C'est ce qui ne va pas avec les Chinois, les Chinois justement parce qu'ils ne s'implantent pas. Un, ils ne s'implantent pas, et deux, on a eu quand même des sacrés problèmes avec leur marketplace. Je ne dis pas qu'Amazon n'a jamais eu de problème avec leur place du marché, pour parler français, c'est quand même mieux que dire marketplace. Mais les poupées pornographiques, les armes à feu vendues directement, les comportements un peu bizarres, voilà, je trouve que c'était quand même, et d'ailleurs Serge Papin et tout le gouvernement ont monté au créneau sur ces sujets-là. On n'a pas vraiment les mêmes sujets aujourd'hui dans notre dialogue que l'on peut avoir avec Amazon et dans le comportement qui est le sien aujourd'hui. Voilà, l'e-commerce est une réalité. Il faut qu'on le régule parce que sinon, attention à nos centres-villes. Moi, je tiens à nos centres-villes. Moi, je préfère des magasins à des marketplaces. Voilà. Et donc, tout ça doit être discuté et aussi un peu accepté par les élus locaux quand il y a des projets comme ceux d'Amazon aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien Martin. Je rappelle que vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie et que vous étiez l'invité des grands entretiens d'Europe.